Merci de nous rejoindre. Donc, on va pouvoir lancer sur cette table ronde et transmettre, mobiliser la mémoire pour éclairer sur les enjeux à venir autour du patrimoine, de la mémoire, de l'histoire. Je sais que c'est un nouveau sujet qui intéresse les CLI. Et alors, tout de suite, pour lancer le sujet, je vous propose de répondre à un sondage avant de présenter nos intervenants, nos 4 plus 1 à distance. Donc, je vous propose de répondre sur soit le 31 035, soit la plateforme one.wizambly.com. Donc, pour vous, l'archivage de la CLI est un chantier. Voilà, prononcez-vous. Pour quelle durée faudrait-il conserver les archives des CLI? 50, 100, 500, plus de 500 ans? Voilà, pour l'éternité, oui. Ah, j'ai raté une question, non? Il me semble, Clotilde. Ah, si on peut remettre les questions. Bérénice, s'il vous plaît. Ah bah, on a déjà les réponses. Alors, on commentera, je vais attendre les résultats. Donc, on ne va pas commenter les résultats tout de suite, on va lancer... voilà. Donc, parce que je suis peut-être allé un peu vite, on va lancer un sondage en introduction dont on commentera les résultats dans une dizaine, quinzaine de minutes. Pour répondre à ce sondage, vous avez plusieurs solutions. SMS 31 035, le mot-clé CLI, et sinon la plateforme one.wizambly.com. Voilà. Et normalement, vous accédez directement à... Donc voilà, les questions, est-ce qu'on peut les avoir de nouveau à l'écran? Non, on aura forcément les réponses, c'est ça? Voilà, donc ça me permet de lancer ce sondage. Voilà, je vois que tout le monde se plonge un peu dans son écran. Et je vais lancer. Donc, on va commencer avec Jean-Claude Autré, qui n'est pas présent au Vinci à Tours aujourd'hui, qui a amassé, on va dire, ou repris aussi des photos des archives des époux Séné. Et voilà, Jean-Claude Autré est membre du groupement. Bonjour, monsieur Autré. Voilà, il est Bonjour. à distance. Bonjour à tous et désolé de ne pas être parmi vous. Il n'y a pas de problème, on vous a en visio et on a pris l'habitude depuis 2 ans et demi de ce genre de relation, il n'y a pas de problème. Donc en guise d'entrée en matière sur l'enjeu de l'archivage des documents multiples et variés autour des centrales et des CLI en particulier, voilà, vous avez collecté un fonds d'information et un fonds patrimonial que d'autres avaient déjà collecté, c'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, disons que je suis devenu, à la suite de Monique Sonnet, président du GSIEN. Alors, il faut savoir que le GSIEN est né en 1974 suite à l'appel des 400 scientifiques, devenu rapidement 4000. Et mon collègue à l'écran est Charlie Papillon, qui, à l'occasion du Covid, comme quoi le Covid n'a pas que du mauvais, était venu se confiner à la campagne plutôt que de rester dans sa chambre de bonne à Caen et s'est intéressé aux archives du GSIEN et aux dossiers nucléaires en particulier. Je le laisse se présenter lui-même. Je n'ai pas grand-chose à dire. Charlie Papillon. Donc, Bonjour, monsieur Papillon. Bonjour. Et du coup, j'ai fait des études d'histoire et là, j'ai découvert, grâce au GSIEN, un intérêt certain pour le nucléaire et pour les archives. Voilà. Donc, il nous fait l'indexage, le retri, puisque en fait, le travail est encore en cours. Et donc, à l'occasion de mes passages nombreux à Orsay, je récolte donc toutes ces archives. Alors, peut-être qu'à l'écran peuvent défiler des photos très lentement qui vous montrent ce qui était le cas hier. Alors aujourd'hui, ça s'est un petit peu dissipé, ce tas, quoi. Alors, au niveau du contenu dans ces archives, ce sont des archives qui ont été récoltées ici et là par environ 4000 scientifiques du CNRS, du CEA, du CERN, et j'en oublie. On a aussi un certain nombre de scientifiques qui avaient répondu, qui étaient chez EDF, et aussi plus largement hors du territoire français.
Ça nous sert de base pour alimenter la gazette nucléaire et rappeler l'histoire du parc. Et je peux vous donner un exemple je vous déflore un tout petit peu la prochaine gazette, qui est un numéro double, qui sortira justement en illustration avec votre anecdote, comme quoi les INB deviennent de fait des armes par destination, ce qui est un phénomène nouveau au niveau international quand même. C'était juste histoire de retourner. Très Donc, bien, ces très bien. archives vont à la fin des années 50, peut-être même un tout petit peu avant, puisqu'on a la collection complète qui avait été publiée par l'AIEA au moment de Atom for Peace, avec toutes les idées qui avaient pu être développées à l'époque sur une utilisation pacifique du nucléaire. On a aussi des tas de documents qui sont issus des recherches qui ont été faites par divers scientifiques, beaucoup au niveau du Collège de France, et aussi quelques expériences qui avaient été faites de mesures juste après les essais. Des archives qui viennent aussi du ministère de l'Environnement, de la SN, d'un petit peu partout. Des participations au séminaire, des groupes de travail divers et variés de nos autorités. Évidemment aussi quelques luttes locales qui sont retraduites. Et, des participations aux visites d'Esnal, aussi des époussonnés à une certaine époque. Et pour le contenant, vous pouvez le voir à l'écran, les photos sont suffisamment expressives. Entre le tout début, qui montrait les premières diapositives, là vous avez quelques photos d'un garage dans lequel ces archives pour l'instant sont posées. Et il s'agit effectivement d'une ressource absolument incomparable. Alors aujourd'hui, vous voyez mon bureau, vous voyez d'ailleurs dans ce même bureau qui est à l'écran. Et ensuite, il y a toute une partie de la maison qui est dédiée au classement de ces archives et à une indexation qui a été faite donc, par Charlie avec une grande assiduité, ce qui les rend un tout petit peu exploitables, parce qu'au départ, c'est comme à peu près tous les fonds d'archives. Quand on travaille dans le domaine en tant que bénévole, les dossiers sont souvent classés selon le phénomène de le principe de la pile, et donc il faut retrier toutes les piles. Donc j'ai un premier tri qui est effectué chez les époussonnés, et ensuite les documents arrivent ici. Félicitations, c'est extrêmement bien rangé. Et indexé qui plus est, ce qui nous permet Indexé, aujourd'hui de retrouver pas mal de documents de manière assez rapide. Et ça rappelle vraiment l'histoire du parc nucléaire français qui est à peu près contenue dans ces archives. Alors peut-être nous dire juste en quelques illustrations, qu'est-ce qu'on trouve par exemple, et qu'est-ce que Monsieur Papillon a découvert dans ces archives? Est-ce qu'il y a des photos par exemple un peu Oui, bien sûr, enfin, si je peux prendre sa place, il y a des photos, il y a des revues, on a par exemple au niveau ASN plusieurs collections complètes de la revue Contrôle, ainsi que tous les documents officiels qui peuvent sortir, mais aussi des documents beaucoup plus anciens qui datent des décisions qui avaient été prises dans les années 70 et qui avaient, du fait du manque de transparence, fondé un petit peu le courroux des scientifiques quant à l'information du public par rapport aux ambitions qui étaient affichées à l'époque de construire 100 réacteurs. Et on a énormément de documents anciens qui retracent tout ceci. On a aussi de très belles photos avec des personnalités comme Kowarski, qui faisait partie de la bande des 4, avec Joliot-Curie, Alban et Perrin. Ce sont les gens quand même qui nous avaient produit tous les brevets concernant les bombes et aussi tout ce qui concernait la fission et l'utilisation derrière dans des installations nucléaires de base. Très bien, merci. Alors, vous restez avec... C'est une ressource tout à fait exceptionnelle. Merci de voilà, votre témoignage. Une dernière, peut-être, ça représente l'équivalent, je dirais, de 2 Smirnov, peut-être. Hein, c'est vraiment énorme, quoi, D'accord. La quantité de papier. On a aussi des archives qui proviennent du Collège de France, comme les correspondances de Francis Perrin à l'époque avec ses collègues américains. Et ça, c'est des documents qui sont relativement précieux, semble-t-il. Alors, je vais voir. Voilà ce que je peux vous dire pour les présenter. Bien. Alors, est-ce qu'il y a
Des questions par rapport à... Merci, Monsieur Autrey, pour ce témoignage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression... On me dit dans l'oreillette qu'il y a une question. Or, ça ne s'affiche pas sur ma petite tablette. Alors, est-ce qu'on... Voilà, une question un petit peu coquine et taquine. Est-ce que le potentiel calorifique de vos documents a été mesuré, Monsieur Autrey? Non, pas tout à fait, mais ça pourrait se faire. Je suis thermodynamicien à la base. On pourrait l'évaluer avec la densité du papier. Très bien, très bien. Et bon, Mais ce sont plusieurs tonnes de papier. Question simple, hein, vous manifestement, vous avez donc fait ce travail d'indexation sur 40 ans, plus de 40 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez que devienne cette collection? Cette collection, j'aimerais qu'elle ne se perde pas. J'aimerais aussi qu'elle soit plus accessible, au moins aux membres du GSIEN. Et ça permettrait aux jeunes qui nous rejoignent, et il y en a cette année, c'est une très bonne nouvelle. Il y aurait éventuellement un travail énorme de numérisation à faire. Alors là, j'avoue qu'en voyant le stock et l'état du stock, et pour avoir numérisé déjà bon nombre d'archives, il me semble que ça dépasse les capacités d'une association une petite structure comme la nôtre. Il y aurait ensuite ce que vont devenir ces archives. Vous voyez, par exemple, là, j'ai des problèmes de santé. Que deviendront donc ces archives dans le temps? Alors, il y avait eu des contacts qui avaient été pris à un moment donné avec les archives nationales. Il y a un de nos adhérents qui s'occupe de ça. Est-ce qu'il faudrait y mettre un caisson privé? Je pense que certains de nos intervenants peuvent avoir des idées là-dessus. Je crois qu'il y a un exemple sur Valduc, alors un caisson privé qui serait ouvert à des chercheurs, peut-être, tant en sciences d'hommes et du comportement qu'en sciences sociales, si on peut dire, que dans des domaines qui soient plus centrés sur la physique nucléaire elle-même. Mais ça touche énormément de choses, y compris la géographie. Et c'est quelque chose de très transversal, je pense. Donc, on a avec nous justement un spécialiste de l'archivage et je vais tout de suite lui poser la question. Édouard Bouillet, donc vous êtes le directeur départemental des archives de la Côte d'Or. Normalement, ça marche, c'est bon. Le temps que le signal arrive dans le micro, mais ça devrait aller. Comment vous réagissez à cette inquiétude, mine de rien, de voir le travail d'une vie qui peut soit disparaître, enfin on n'en est pas là bien sûr, mais en tout cas être oublié? C'est une inquiétude qui est bien compréhensible, qui pour nous est assez classique, et il n'est pas rare que je sois appelé dans mon département, en Côte d'Or, par des femmes ou des hommes qui ont réuni de la documentation, qui ont reçu de la documentation familiale. Donc c'est pas forcément dans le domaine nucléaire, industriel, mais ça peut être la documentation artistique ou historique, et qui me disent alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? J'avance en âge, voilà. Donc naturellement le don, le dépôt dans un service d'archives public permettent à la fois de sécuriser l'existence de ces archives, et puis permet aussi de les mettre à la disposition de tous, ou bien en modulant les modalités de consultation réservées aux membres d'une association. Bref, ça fait l'objet d'une convention, puisqu'il s'agit d'archives privées. Leur don ou leur dépôt fait l'objet d'une convention qui peut régler aussi la question de la communicabilité. Mais nous, bien sûr, on plaide pour la communicabilité la plus large possible, tant qu'à faire le travail d'inventaire, encore que là, j'ai l'impression qu'il était bien avancé. Qu'il était bien avancé, autant que ça serve au plus de monde. On est là, si vous voulez, nous, pour accueillir des archives, les traiter, transformer, ce n'est pas le cas ici, mais le plus souvent, transformer des vieux papiers en documents anciens, bien structurés, bien indexés, numérisés éventuellement en tout ou partie, pour les rendre communicables au maximum de chercheurs. Alors vous l'avez fait justement dans le département de la Côte d'Or, où il n'y a pas de centrale nucléaire, on le rappelle, mais oui, où il y a un centre nucléaire important, Valduc.
Oui, il y a le centre de Valduc. Alors, Du pour l'instant, CEA. du CEA. Donc, le travail avec la CLI qui porte le nom de CEIVA est en cours. Et donc, j'ai dit à la présidente notre disponibilité à accueillir ces archives qui aujourd'hui sont à Dijon, dans la maison des associations. Mais la particularité qu'on a ici, enfin pas ici, mais chez nous à Dijon, c'est que même si la Bourgogne-Franche-Comté était absolument dépourvue de centrales nucléaires, pour autant, l'antenne dijonnaise de l'ASN a juridiction sur l'ensemble du territoire français pour le contrôle des chaudières nucléaires. Ce qui fait que nous conservons 150 mètres linéaires de plans, de tuyauterie, du Tricastin, de Dampierre, de Chaux, etc. C'est évidemment très intéressant, très stratégique, mais c'est si stratégique que j'ai proposé au directeur des Archives nationales le transfert de ces documents, dont aucun, je le répète, ne concerne la Bourgogne-Franche-Comté. J'ai proposé le transfert de ces documents à Pierrefitte-sur-Seine, donc dans le lieu de conservation des Archives nationales. Et pour l'instant, vous en êtes où de cette proposition? Ils réfléchissent. Je leur ai dit que je les apporterais moi-même avec un smirmorque pour Noël, mais ça s'approche. Vous n'êtes pas forcément attendu comme le Père Noël à Pierrefitte-sur-Seine. Avec la CLI locale et même avec l'ANCLI, comment avez-vous procédé? Comment s'est fait ce travail alors, est-ce que vous menez un travail de recension, comme on dit dans le jargon, ou pas dans le jargon d'ailleurs, dans le vocabulaire des archivistes ou des historiens? Je crois que M. Autrey a bien dit, on a des piles et puis on transforme les piles en tas et puis voilà, on essaie de comprendre la mettez les tas structure. dans tes cartons. Voilà, dans quelle étagère aussi. Et on essaie de voir un peu comment ça s'organise et puis pour structurer l'information de la manière la plus rationnelle possible. Il y a plusieurs façons de la structurer. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de redite dans le plan de classement. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a quand même des méthodologies qui existent, c'est codifié, il me semble, de mémoire. Oui, il faut que ça soit logique, c'est codifié et en même temps, le plan de classement des archives d'une marquise dans un château du XVIIIe siècle ne ressemble pas beaucoup au plan de classement des archives d'une CLI. Donc il faut s'adapter et surtout se mettre dans la position, dans la posture, dans la peau même tout simplement, des chercheurs à venir dans 50 ans, dans 100 ans, dans 500 ans. En se disant, dans 500 ans, les acronymes auront changé. Ce qui nous paraît évident aujourd'hui ne le sera plus du tout. Je vous donne un exemple. Vous parlez à un étudiant en histoire du RPR. S'il a fait de l'histoire moderne, il saura que c'est la religion prétendument réformée. Donc, voilà. S'il a fait de l'histoire contemporaine, il saura qu'il s'agit d'un parti politique. Mais s'il n'a rien fait de tout ça, il ne saura pas ce que ça veut dire. Donc, ne serait-ce que la résolution des acronymes, ça peut paraître complètement basique, mais c'est une chose à laquelle il faut penser. Notre travail, on le dit alors de manière un peu pédante, subspecie aeternitatis, c'est-à-dire en vue de l'éternité. Il faut se dire que dans 500 ans ou dans 1000 ans, le chercheur devra quand même comprendre comment est organisée l'information. Et quand je dis ça, c'est qu'on a un peu de recul, puisque chez nous, le document le plus ancien remonte au IXe siècle. Et c'est un privilège de l'empereur Louis le Pieux, le fils de Charlemagne, donc qui est en latin. Les archivistes au dos ont mis des mentions, etc. Donc quand je vous dis qu'on travaille pour... peut-être pas l'éternité, mais au moins jusqu'à la fin du monde, c'est un objectif raisonnable, ambitieux mais raisonnable. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour l'instant, on va continuer ce tour de table. Merci, Monsieur Bouillet. On me signale que les archives des CLI de la Manche ont été collectées, sont rangées aux archives départementales. Voilà. Monsieur Autrey est dans le Calvados, je crois. Et pourquoi les archives du GSIEN, donc du groupement des scientifiques, M. Autrey, ne sont pas transférés aux archives départementales? Est-ce que M. Autrey est toujours en visio avec nous? C'est vrai, oui, tout à fait. Voilà. Vous êtes dans le Calvados, c'est ça? Non. Là, pour l'instant, je suis dans le Calvados, à la limite de la Manche.
Mais vous êtes Je dans le connais bien les Calvados. clés de la Et pourquoi le et les bases. directeur départemental ou la directrice départementale des archives, enfin, que vous dit-elle ou au moins l'avez-vous sollicité? Le peu de contacts que j'ai pu avoir avec eux disaient exactement la même chose que notre interlocuteur précédent, par rapport à la division des équipements sous pression. C'est-à-dire les archives du GSIEN touchent largement tout le territoire français et même au-delà. Et je pense que ça relèverait plutôt d'un archivage au niveau des archives nationales qu'au niveau des archives départementales, pour les poser in fine et vraiment sécuriser leur existence, quoi, comme il était dit tout à l'heure. Très bien. Merci pour votre réponse. Et dans ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une partie de ces archives qui se trouvent dans le Calvados et une partie de ces archives qui se trouvent encore à Orsay. Je suis un peu confus là pour l'instant dans les déplacements et pour un moment, semble-t-il. Donc, on a un stock qui se répartit en 2 endroits différents aujourd'hui. Très bien. Voilà. Et les archives départementales de l'Essonne, c'est ça? Orsay, c'est l'Essonne ou... Oui. Ouais. Et vous avez eu Oui, des contacts avec eux? Non, on n'a pas pris de contact avec eux. Mais dans une précédente discussion que nous avions eue ensemble au niveau de l'Ancli, la question avait pratiquement été tranchée en disant que ça relevait plutôt du niveau national que d'un niveau départemental quelconque, où elle serait isolée. Très bien. Cela étant, après, on parlait de communicabilité. Là, je pense qu'il y a, j'ai entendu parler de codification aussi des choses. Là, on aurait vraiment une demande d'aide pour être un petit peu en harmonie avec leur classement futur. Et je parle des archives papier. Il y aurait aussi la manière d'architecturer une base de données pour pouvoir les repérer à partir d'un écran d'ordinateur. Je crois que ça aide beaucoup la recherche, ça. Là, on a des possibilités d'aide par un adhérent. Par contre, j'ai parlé aussi tout à l'heure de numérisation vis-à-vis de la communicabilité, qui pour nous aussi est une priorité. Le GSIEN, c'est le groupement de scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire. Donc, vous comprenez bien que cette communicabilité est vraiment très, très importante. Elle est inhérente. Donc, à notre avis, pour que ça soit facile, ça passe par la numérisation. Et là, il y a aussi une franche demande d'aide quand même. Une petite structure comme la nôtre, avec les budgets qu'on a, ne pourrait pas subir le coût d'une telle opération. Allez, on poursuit ce tour de table des témoignages terrain de comment s'organise le patrimoine et la conservation du patrimoine nucléaire. Avec vous, Nadine Thielin, vous êtes directrice de la communication de la centrale de Chinon. Bonjour. Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, à Chinon, ça a été dit ce matin, 1957, les premiers réacteurs, la mise en service. Donc, on est déjà dans une autre génération presque. Les UNGG. Tout à fait. Voilà, et vous allez nous dire de quoi il en retourne. Alors, donc, j'attendais, c'est à moi de passer le slide ou... Oui. J'y vais. D'accord. Normalement, ça devrait marcher. Donc, Alors, on rappelle la centrale de Chinon-Avoine. On dit souvent Chinon, mais en fait, c'est la commune d'Avoine. Oui. Voilà, il y a un petit temps de latence entre. Ah, d'accord, voilà, très bien. La régie a beau être à côté, il y a quand même les flux électroniques qui sont. Voilà. Ça me permet de rappeler donc que cette centrale nucléaire, c'est la première centrale tout à fait. nucléaire historique et c'est le premier employeur industriel donc du je suis allée département beaucoup trop vite, avec environ 1500 personnes. On y va, voilà. Donc, donc je vais vous montrer. Donc déjà, vous avez une photo vue d'avion en fait de la centrale avec donc on y retrouve alors sur la partie droite on y voit donc la boule de Chinon. Donc il faut savoir que la valorisation du patrimoine industriel à l'époque, donc elle date donc de 1957, les débuts de la construction avec une ouverture d'un fonctionnement à partir du début des années 60. On a ouvert dès le début au public, à l'externe, donc nos portes pour venir découvrir notre patrimoine industriel de l'époque, mais aussi pour pouvoir comprendre comment ça fonctionnait. Donc à sa construction. Donc depuis, on n'a jamais fermé nos portes puisqu'elles sont toujours ouvertes donc pour découvrir en fait la centrale, que ce soit sur la partie donc UNGG, uranium naturel graphite gaz, mais aussi sur la partie actuellement en fonctionnement. Donc on voit donc les unités en fonctionnement, réacteurs à eau pressurisée.
Il faut savoir donc que depuis cette ouverture en fait à l'externe, elle n'est pas issue juste d'une volonté de l'entreprise EDF, c'est aussi des échanges qu'on a eus avec le territoire en local, parce que sans eux, on ne peut pas non plus ouvrir en fait nos portes. On a besoin d'eux aussi dans le cadre de la compréhension et de l'adhésion aussi des populations qui habitent autour de la centrale. Donc c'est vraiment d'un commun accord avec donc le territoire. La centrale, elle fait partie de son territoire, elle ne vit pas à côté, elle est bien acteur du territoire, tant dans le développement industriel, mais aussi acteur en fait de sa valorisation au niveau local. Donc depuis l'ouverture de la centrale au public, on a accueilli à peu près 650 000 visiteurs, donc depuis les années 60. Alors bien entendu, aujourd'hui, on est régi par un aspect réglementaire, puisque personne ne peut rentrer comme ça en arrivant le matin, tiens, je vais visiter la centrale, ça ne se passe pas comme ça. Il y a bien sûr des modalités d'accès particulières, mais on accueille toujours nos visiteurs en fait sur le site. On a un espace qui s'appelle Espace Odysselec, qui permet d'accueillir les visiteurs au quotidien, que nous, on gère au niveau de la mission communication. Grosso modo, les visiteurs de la centrale sont qui aujourd'hui? On a à peu près un tiers qui sont des représentants de l'éducation nationale, donc des collèges, des lycées, des écoles supérieures. On a donc une autre partie qui représente plutôt, on va dire, les élus, les associations, les entreprises. Et puis la troisième partie, on est plutôt, donc le dernier tiers, plutôt sur du grand public. Donc de temps en temps, on organise des opérations particulières pour ouvrir nos portes. Alors on emmène nos visiteurs où? On les emmène au musée de l'Atome, qu'on a ouvert en 1986 avec la boule. Donc là, c'est vraiment l'histoire en fait d'EDF, parce que la boule, c'est aussi EDF 1. Voilà, donc là, on raconte notre histoire. Et puis après, on peut aussi les emmener sur la partie en fonctionnement, parce qu'on a besoin de l'histoire pour expliquer aussi ce qui se passe aujourd'hui sur nos unités en production. Donc on va les emmener en salle des machines. Parfois même, sur certaines populations, on les emmène jusque dans la zone nucléaire. D'ailleurs, certains d'entre vous, dans la salle, ont visité la zone nucléaire de Chinon. Puis après, on peut aussi aller un peu plus loin. On a des centres de formation, on a des répliques exactes de salles de commande. Ben voilà, on vient leur expliquer comment on fonctionne, comment on travaille et, sur Chinon. Ça y est. Alors oui, non, pardon, j'avais oublié. Donc là, voilà, c'était juste une petite représentation de Chinon dans son histoire. Donc on y retrouve les 3 unités donc UNGG, avec donc leur date de mise en service et leur date d'arrêt, puisque ce sont 3 unités qui sont aujourd'hui à l'arrêt, en cours de démantèlement. Donc Chinon A1, donc 63-73, donc grosso modo 10 ans, 15 ans et 20 ans. Chinon A1, 70 MW, Chinon A2, à peu près 250 MW, voilà, je ne suis pas dans le détail, et Chinon A3, à peu près 400 MW. Voilà, donc ça, c'est la partie en déconstruction. Et puis, vous avez la partie en production aujourd'hui, avec les premières unités, qui est donc une unité de production numéro 1, donc B1, qui a commencé à fonctionner en 1982. Donc, c'est des unités de 900 MW chacune. Et la dernière qui a été mise en service en 1987 avec Chinon B4. Il faut savoir que donc l'année prochaine, on travaillera sur la visite décennale des 40 ans de l'unité de production de B1. Et on va aussi ouvrir nos portes, parce que c'est important de montrer et d'expliquer ce qu'on va y faire dans le cadre de cette visite décennale. Et puis, vous avez donc le musée de l'Atome qui a été ouvert en 1986 et notre espace d'accueil au public. Et puis voilà, vous avez quelques images en fait des actions que l'on mène pour justement transformer notre patrimoine industriel, donc à travers notre espace Odysselec, à travers le musée de l'Atome, donc où on organise nos visites, mais aussi sur la partie en fonctionnement aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. Vous restez avec nous et on aura bien sûr des questions à vous poser dans la suite de la table ronde. Et je me tourne vers Anne Gérin. Madame Gérin, bonjour. Vous êtes vice-présidente du département de l'Isère, qui est un des plus gros départements français. On le disait tout à l'heure, 1 200 000 habitants, c'est-à-dire la moitié de la région centre. Présidente donc des CLI, et parce que vous avez plusieurs CLI en Isère, hein, Madame Gérin. Oui, nous avons trois CLI en Isère. Une CLI qui concerne un centre de production qui est à Saint-Alban, la centrale de Saint-Alban, Saint-Maurice-l'Exil. Un site sur le Rhône, donc. Sur le Rhône, voilà, à la frontière entre l'Ardèche, la Loire et le Rhône et l'Isère, mais enfin situé en Isère. Nous avons le site de
Et nous avons un site, une CLI qui concerne Grenoble. À Grenoble, vous aviez le centre, le CEA, le Centre de l'énergie atomique de Grenoble, où il y avait 2 piles, un combustible, et le réacteur de l'ILL, de l'Institut Loé-Langevin, qui est un réacteur à destination de recherche scientifique. Actuellement 3, nous en avions 4 jusqu'en 2019 parce qu'il y avait un site qui était un site lié à la production de combustible qui était exploité par Orano, qui était un site SICN qui avait commencé à produire dans les années 60 pour finir en 2002 et dont le déclassement définitif au titre des INB a été acté en fin 2019. Donc aujourd'hui, on est en phase aussi de déclassement sur le site du CEA, parce qu'au CEA de Grenoble, il n'y a plus de nucléaire, même si je pense que certains ont dû passer sur ces sites, mais il n'y a plus du tout de nucléaire sur Grenoble dans le CEA. Et se pose effectivement la question de... Qu'est-ce qu'on fait Des documents accumulés par les CLI et comment on continue à suivre un petit peu ce qui... Alors, sur le CEA, c'est un site qui continue à être exploité par le CEA, diversifié, mais qui va rester dans un giron CEA. Sur le site de la SICN, c'est un site qui a été vendu par l'exploitant parce qu'il y a une reconversion industrielle qui n'a plus du tout de vocation nucléaire et pour lequel des mesures de suivi sont toujours en cours. Elles vont durer encore un certain nombre d'années, mais sur lequel la CLI, il n'y a plus de CLI. Donc on est un petit peu dans le flou. Donc comment effectivement on arrive à conserver cette mémoire de ce qui s'est passé et des éléments résiduels qui sont là, et comment effectivement on préserve la mémoire de ces sites qui vont évoluer. Et on sait bien qu'à terme, sur un grand nombre de sites, on va arriver à des démantèlements, des choses comme ça, et jusqu'où on va aller. Et la question de la durée se pose de façon très prégnante, effectivement, pour l'information, notamment pour les générations futures, de ce qui s'est passé sur ces sites. Est-ce qu'on a une idée des documents, des cartons qui ont été rassemblés par les membres des CLI au fil du temps? Alors, sur donc le CEA ou IL Oui, effectivement. Alors, ces documents, pour l'instant, ils sont conservés au niveau du département de l'Isère qui anime les CLI. Mais pour autant, effectivement, il faut qu'on se pose la question de savoir comment on va le préserver sur du long terme et pas que sur les dernières années qu'on a. Très bien. Et enfin, notre dernière intervenante. Bonjour madame, donc vous êtes Florence Haché-Leroy, maîtresse de conférences et historienne à l'université d'Artois, c'est donc Arras, et vous êtes aussi présidente du CILAC, qui est une association nationale de patrimoine industriel. Oui, tout à fait. Alors le CILAC, je le dis quand même parce qu'on me pose la question, c'est le comité d'information et de liaison pour l'archéologie, l'étude et la mise en valeur du patrimoine industriel. C'est une petite association nationale qui a 40 ans et qui représente la France auprès du comité international du patrimoine industriel et auprès de l'UNESCO. Voilà. Alors, je suis à la fois l'historienne de service et puis la chercheuse en patrimoine industriel. Et c'est vrai que, voilà, pour moi, parler du nucléaire, ce n'est pas neutre parce qu'on est sur un sujet très particulier qui peut être vu comme très conflictuel. Et c'est un peu pour ça qu'on m'a demandé d'être là aujourd'hui. Parce que c'est compliqué de préserver cette mémoire-là. C'est compliqué parce qu'il y a des adversaires, entre guillemets, il y a des camps retranchés pour ou contre le nucléaire. J'ai dirigé il y a quelques années un numéro de revue sur le patrimoine de la chimie qui est très similaire en fait. C'est très flagrant de voir que sur la chimie, les industriels détruisent toutes les usines et ne prennent pas soin de leur patrimoine.
alors que bon, la France ou l'Allemagne font partie des pays où le progrès de la chimie est remarquable. Et c'est vraiment dommage parce que effectivement, on n'a plus la mémoire de la pierre, on n'a plus la mémoire des individus, et nous n'avons plus les archives, et les historiens ont du mal à travailler sur cette histoire. Donc, si je rebondis sur ce qui a été dit au début, la présentation que nous a donnée Monsieur Autré, moi j'ai été très sensible parce qu'on est à la fois sur des archives qui paraissent officielles, c'est-à-dire produites dans un cadre public pour certaines, dans un cadre privé qui est l'association, et puis ils collectent aussi des documents qui sont un peu à la marge de cette collecte d'archives, qui sont la résistance, les pamphlets, ces objets un peu ce qui est aussi ce que produisent les syndicats, qu'on trouve pas souvent dans les archives nationales ou les archives publiques, parce que ça ne fait pas partie de fonds d'archives d'entreprise, par exemple. Et c'est très important de les conserver. De la même façon, les archives des associations sont très peu préservées. On a un grand manque. Et quand on essaye de travailler sur les mouvements associatifs en France, moi, j'ai travaillé un peu sur les associations de consommation, par exemple, pour comprendre comment les associations de consommation pèsent sur les décisions publiques, pour faire évoluer la législation face à des lobbies d'agroalimentaire, par exemple. Eh ben, on est assez pauvre, finalement, dans ce type de documents. Alors, si j'en viens là au nucléaire et au CLI, moi, ça me semblerait vraiment très important qu'il y ait une sorte de plan national de préservation de ces archives, parce que si j'ai bonne mémoire, elles remontent déjà aux années 1970, c'est loin. Et les archives sont importantes, la mémoire est importante. C'est deux choses complémentaires. C'est-à-dire que les papiers, c'est bien pour fixer, gérer un cadre chronologique, connaître des décisions, les acteurs. Mais tout le travail de recueil de la mémoire des participants, des CLI, c'est un vaste chantier qui est plus complexe à mener, mais qui est nécessaire pour pouvoir avoir une autre vision, avoir un petit peu la chair, de savoir ce qui s'est passé, comment fonctionnaient les CLI, quels ont été les litiges ou quels ont été les grands moments. Et si j'ai un vœu à faire, c'est d'arriver à vous mettre un peu autour de la table et à programmer à la fois la pérennité de ces archives, et pas pour 50 ans, mais véritablement ad vitam aeternam, parce que le nucléaire va durer très longtemps. Et si on veut connaître les conditions dans lesquelles on a préservé des sites, on a produit des décisions, bah, c'est important d'avoir les sources. Et puis tout le travail d'archive orale, qui est de témoignage, ça, il faut qu'il se fasse avec des professionnels de ces questions-là. Tournez-vous vers les universités, que ce soit les ethnologues, que ce soit les historiens. Ils sont là aussi pour pouvoir mener des campagnes d'archivage oral. Merci. Alors justement, on vous avait proposé des questions donc, par sondage. On va tout de suite voir les résultats et vous les commenter avec nous. Donc, sur la nécessité d'archivage des CLI, sur qu'est-ce qu'on conserve et combien de temps. Voilà, est-ce que ça ne va pas tarder? Voilà. Pour vous, l'archivage des CLI est-il un chantier? Bon, important, très important, plus de 70%, plus de 2 personnes sur 3. Et pas du tout important, 14% quand même. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, Madame Haché-Leroy? Alors, c'est amusant parce que bon, moi, je suis historienne des entreprises. Donc, avant d'être à l'université, j'ai beaucoup travaillé chez Péchinet. Et c'était un peu le même ressenti. C'est-à-dire que l'archivage, c'est vécu comme une corvée, notamment par les assistantes des secrétariats. Là, le moment de l'archivage, c'était... voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que archiver, c'est important d'abord pour garder la mémoire de la structure. C'est aussi important, alors, dans les entreprises, il y a tout un tas de types d'archives, les archives techniques, les archives juridiques, etc. Si on suit strictement la réglementation, on ne va conserver que vraiment pas grand-chose. Quand on réfléchit à plus long terme, on se dit, mais une entreprise qui produit... c'est important de conserver la trace et la traçabilité des productions, parce que derrière, on est toujours rattrapé par des questions qui sont celles de pollution, par exemple. Donc, il faut essayer de comprendre, voilà, demain, de quoi on aura besoin. Demain, qu'est-ce que voilà, les générations futures voudront savoir de ce que nous avons fait.
On ne va pas déflorer le ouais. sujet parce que c'est le sujet de la suite de la table Tout ronde, à mais fait. c'est important comme piste. Monsieur Bouillet, peut-être un commentaire sur ce résultat. Oui, moi je reviendrai sur une affaire qui n'est pas de pollution nucléaire, mais de pollution chimique. Des notaires en région lyonnaise qui ont vendu à des clients pour construire des maisons des terrains pollués par une blanchisserie industrielle. Et ils ont été condamnés puisque pour défaut d'information, parce que naturellement les gens qui avaient construit leur maison là vivent un enfer. Donc c'est assez curieux de voir que finalement, bon, nous on reçoit souvent aux archives des demandes d'information de la part des notaires, et donc on regarde dans les archives des installations classées versées par la préfecture ou par les DREAL, mais vous voyez que là, c'est pourtant pas une histoire très ancienne, mais c'est une histoire assez critique. Et il est bien certain que s'il y avait eu une CLI, en quelque sorte, l'information peut-être Aurait mieux circulé. Aurait mieux circulé. Donc, vous voyez, les 14% de pas importants. Il y a un travail d'information à Il y a faire. un travail de pédagogie. Quels sont les documents à archiver en priorité? Rapport d'études, compte rendu. Alors là, c'est assez équilibré. Avis rendu par la CLI. Autres, les travaux des groupes de travail. Ben, en fait, vous avez deux choses, si vous voulez. Vous avez le fonctionnement administratif de l'association, donc ça c'est très important, mais rapport d'études, avis rendus par la CLI, qui sont ce qu'on appelle de la documentation, mais de la documentation produite par la CLI et qui a au moins autant d'importance que le fonctionnement administratif. Madame Haché-Leroy, autre, c'est-à-dire compte rendu de manifestation par la presse locale ou... C'est rien. Ça dépend en fait, parce que tout dépend de ce qu'il peut y avoir dedans. En fait, ce qu'on essaye toujours de savoir, c'est est-ce qu'on peut trouver les documents ailleurs, hein, alors quand ce ne sont pas des archives produits par la structure. Voilà. Mais en même temps, c'est important de se dire, mais comment fonctionnait la CLI? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils regardaient autour d'eux, voilà, quelle était leur revue de presse, on va dire le territoire couvert. Moi, je trouve que si on voulait un jour écrire l'histoire des CLI, le autre, il peut être très intéressant justement pour comprendre l'identité ou la culture de chaque CLI. Et moi, en tant que citoyenne et en tant qu'historienne, je me dis, mais voilà, ces structures-là qui sont peu connues, si je devais en écrire l'histoire, plus j'ai de matière, plus je suis précise dans l'évaluation de la fonction même et du fonctionnement. On peut peut-être aussi avoir l'avis de Monsieur Papillon, l'étudiant en histoire qui s'intéresse aux fonds collectés par Monsieur Autré, si on est toujours en Visio Teams. Monsieur Papillon, qu'est-ce qui vous intéresse dans les documents dans lesquels vous plongez sans doute avec avidité? C'est justement la diversité des documents. Il y a tout un tas de types de documents totalement différents et justement tout ce qui est à la fois rapport justement des GT, des choses comme ça, qui sont également à mes yeux extrêmement importants aussi. Très bien. Voilà, merci. Monsieur Autré fait la pub de ça. Il a tout. Alors là, pour l'instant, c'est la PDF à une certaine époque. Aujourd'hui, il y a un débat public sur Panly. Je vous rappelle les documents qui avaient été montrés, qui avaient été produits à l'époque par EDF. On trouvait aussi l'édition 79. C'était à une époque où EDF était de fait assez fier de son parc nucléaire et de le mettre en avant. Là, on voit l'usine d'Orano telle que peu d'entre vous probablement l'ont vu à la fin des années 70. Et le premier que je vous montrais, c'était donc Pratique ou les cahiers de la médecine utopique qui titrait sur le nucléaire et sur ces choses-là. On a aussi tous les documents de Que choisir de l'époque. Et en fait, toutes les INB les installations nucléaires de base que vous avez mentionnées sont dans les archives du groupement de scientifiques. On parle aussi bien de Superphénix, dont nos prédécesseurs s'étaient beaucoup occupés, de Fessenheim, où il y a eu beaucoup de visites d'Esnal, la série des installations à uranium graphite gaz aussi, l'eau lourde, les installations de recherche, les labos, et on a même aussi des documents complets qui concernent Zoé, la première pile atomique qui a été montée en France sur l'ensemble. Et c'était pour l'époque, c'était très difficile parce que monter une association d'information à une époque où la transparence était plutôt vue comme il n'y a rien à voir plutôt qu'il n'y a rien à cacher. Les deux exceptions existent dans cette transparence. Alors justement, vous faites la transition. Je pense que le GSIEN n'est ni pro ni anti-nucléaire, participe beaucoup. Et comme les archives de la Manche avaient été mentionnées, je voudrais mentionner aussi toutes les archives qui n'étaient pas des CLI à l'époque, mais la commission spéciale pour l'information autour de l'usine de La Hague,
dont Monique Senet a été vice-présidente avec énormément de présidents successifs, et où des travaux, mais des réels travaux de recherche, comme le groupe Radioécologie Nord-Cotentin, avaient été mis en place par cette CLI, ce qui donne un corpus de travail qui est bien évidemment au GSIEN en même temps qu'au niveau des archives départementales. Alors, vous gardez la parole, Monsieur Autré. On va passer au deuxième tour de table sur pourquoi, en fait, est-ce important de garder cette mémoire. Alors, vous l'avez un petit peu dévoilé tout à l'heure, mais vous pouvez le préciser maintenant. Qu'est-ce qui a motivé ces historiens et ces scientifiques à vouloir transmettre quelque chose qui est très, à la fois compliqué et puis, vous le disiez, caché? Voilà, c'était une époque où, en fait, on y allait tous azimuts, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées. Et quand on retrace les documents qui concernent les prises de décision sur le parc, on s'aperçoit qu'il y avait eu cette fameuse commission Péon, production électrique d'origine nucléaire. Et quand on regarde par exemple la composition de cette commission Péon, on se rend compte qu'il y a principalement des industriels et des gens qui sont en lien avec les milieux de la finance et autres, mais très peu il y avait aussi des scientifiques, mais des scientifiques bien affiliés. Et en fait, très très peu de débats à l'intérieur de cette commission et ensuite à l'extérieur de cette commission. Tout comme quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui encore, la plupart des débats qui concernent l'énergie nucléaire n'arrivent pas devant le Parlement, sont traités au niveau de l'organisme parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, ce qui fait que même la représentation nationale n'a qu'une vision très floue de ce qui se passe encore aujourd'hui dans le domaine du nucléaire. Et si on regarde le débat public actuel sur Panly, il me semble avoir vu passer dans la presse un étonnement de M. Badré, président de la commission particulière du débat public, quant à des textes qui aujourd'hui sont publiés, qui visent à alléger un certain nombre de choses, qui produisaient aussi beaucoup de documents et qui permettaient d'être archivés. Très bien. Alors, on avait la troisième et dernière question, justement, qui parlait de la durée de conservation. Voilà. Bon, ça s'équilibre aussi. Peut-être un mot, Monsieur Bouillet, même si on peut aller rapidement là-dessus, mais est-ce qu'il y a des règles déjà? Enfin, vous les avez un peu déflorées tout à l'heure, mais donc vous travaillez pour l'éternité, vous. Mais oui, c'est un peu contradictoire, c'est amusant parce que les deux extrêmes finalement sont à égalité et ça dénote peut-être, voilà, se dire bon bah oui 50 ans, ma foi, ça suffit bien. Et puis au contraire, une vision à plus long terme. Moi, je serais plutôt du côté des 500 ans, même si je n'ai pas voté, mais pour deux raisons. La première raison, c'est une raison de mémoire et qui n'est pas simplement la mémoire comme vous l'avez évoqué, mais une mémoire toute simple, vitale en quelque sorte pour notre société, pour les territoires qui sont concernés. Lorsque l'équipement est démantelé, que du coup la CLI locale n'a plus vraiment de raison d'être, et bien du coup voilà, c'est dissous et la mémoire se dissout et voilà, je pense que c'est important qu'elle demeure. Et puis naturellement, tout ceci sont des documents d'histoire pour faire l'histoire du nucléaire, comme on fait l'histoire des autres industries, l'histoire de la chimie ou l'histoire de toutes ces sortes d'histoires. Et bien, nous, Archives, on est là pour la mémoire, pour des besoins administratifs vitaux, et pour l'histoire, pour l'écriture de l'histoire. Alors Nadine Thielin, je me tourne vers vous. Dans le pourquoi est-ce important de montrer ce patrimoine, et c'est aussi une histoire d'appropriation par le territoire. Et c'est vraiment le cas, vous, à Chinon. Alors oui, enfin, on va dire qu'à l'époque de la construction, bien entendu, c'était important en fait d'ouvrir les portes et de transmettre notre savoir-faire industriel et aussi de la compréhension de ce qu'on y faisait, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément connues et qu'on devait expliquer, mais comme aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, on est aussi dans cette démarche-là, d'aller expliquer en fait comment on travaille au quotidien, comment on fonctionne. Alors nous aussi, alors c'est plutôt à la maille de l'entreprise, mais on a aussi des archives en fait au sein de l'entreprise EDF. On a aussi, nous à Chinon, on a aussi un service de documentation, un service d'ingénierie en charge aussi de conserver en fait. Alors, je dirais simplement tout ce qui est relatif à l'exploitation, oui, à l'industriel, bien entendu. Et puis, alors sur Chinon, on a eu cette particularité aussi. Alors, il est sorti en 2007. On a un livre sur l'histoire de Chinon qui a été publié en 2007, qui a raconté
l'histoire de la construction, notamment des UNGG, jusqu'à la construction, on va dire le début de la construction des réacteurs REP. Donc il y a aussi un transfert de l'histoire, parce qu'on y retrouve dedans des témoignages des personnes qui habitaient autour de la centrale, donc ça c'est extrêmement important. On a aussi conservé, nous, de notre côté, à la mission comme tous les articles de presse en fait, qui ont été publiés à l'époque pour comprendre aussi l'adhésion de la centrale sur son territoire à cette époque-là, et c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, quand on célèbre, on va dire, une dizaine d'années supplémentaires sur une de nos unités, c'est important aussi d'aller regarder comment ça s'est passé à l'époque, parce que nous, on en a aussi besoin pour aussi comprendre comment on doit travailler aujourd'hui, comment on va travailler demain. Et l'histoire apporte aussi parfois des réponses et des éléments complémentaires. Voilà, peut-être Florence Haché-Leroy, comment les autres industries transmettent et vivent la mise cette présentation du patrimoine? Alors, c'est vraiment extrêmement variable. Alors, EDF est un cas exemplaire, c'est un peu comme la SNCF. D'ailleurs, EDF a aussi un comité d'histoire des énergies qui travaille depuis 30 ans, où était mon directeur de thèse d'ailleurs, et qui continue à travailler sur l'histoire des énergies aujourd'hui en France. Donc, on a des secteurs qui sont très bien organisés depuis longtemps, qui préservent à la fois les bâtiments, les produits, les archives et qui encouragent la recherche. Et puis, on a des secteurs qui sont, j'ai envie de dire, un peu les parents pauvres, où je parlais de la chimie, c'est un secteur, par exemple, où vraiment on a perdu des archives très importantes, où il n'y a pas de bâtiment conservé, c'est-à-dire aucune usine pourtant emblématique qui ait pu être conservée. Et c'est un non-sujet pour l'industrie. Alors je caricature un tout petit peu, c'est vrai pour la France. La France, les industriels ont globalement un problème avec leur patrimoine industriel. C'est-à-dire qu'ils acceptent de construire des usines, mais ils n'acceptent pas d'en assurer la pérennité et de la transmettre. Alors que vous voyez aux États-Unis, il y a une fondation d'histoire de la chimie qui a créé un comité européen et on travaille à l'échelle européenne sur ces questions-là. Et vraiment, ça dépend beaucoup des secteurs et des personnes en charge de ces secteurs-là. Donc voilà, je n'ai pas une réponse toute faite. C'est vraiment à chaque fois selon les secteurs. Il y a un autre secteur sur lequel il y a peu de choses, c'est l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire, il y a eu les bassins miniers quand même. Le bassin minier a été classé. Alors, oui, alors ça dépend si vous parlez des industries en activité ou pas. Le bassin minier, pour le coup, c'est une industrie qui s'est arrêtée, effectivement, qui est inscrite, enfin, le bassin minier est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et on a aujourd'hui tout un panel de patrimoine, je les mets au pluriel, lié à l'industrie minière, charbonnière, qui est aujourd'hui classée et qui représente un pan entier de l'histoire industrielle. Dont les fameux terrils. Voilà, dans les fameux terris. On le dit sans elle, les terris, oui, qui sont des gros tas de déchets, comme je dis toujours, qui sont classés au titre des monuments historiques et qui sont très symboliques. J'en parle toujours avec mes étudiants en leur disant voilà, comment le regard peut changer. Il y a 20 ans, les terris étaient vus comme vraiment le symbole de cette industrie qui avait asservi les gueules noires. Et globalement, ils étaient au fur et à mesure érasés et supprimés. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté et c'est l'icône, ce sont les pyramides du bassin minier. Et ils sont préservés, certains sont classés, alors pas seulement dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et quelque part, ça symbolise à la fois l'histoire du travail, l'histoire des travailleuses et des travailleurs, l'histoire de l'excellence, de l'innovation technique. Et puis, au-delà de ça aussi, tout ce qui peut être, on parlait de résilience tout à l'heure, d'un territoire en pleine résilience. Une histoire sociale de la France aussi. La France s'est construite aussi avec ces Polonais qui sont venus. Là, on est dans l'histoire de l'immigration. L'immigration aussi, mais bien sûr. l'immigration et l'histoire sociale. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que le matériel est très emblématique. C'est pour ça que moi, je milite toujours pour conserver des éléments majeurs du paysage. Donc, les terris, ça peut être les silos dans l'agriculture, ça peut être ces cheminées des centrales, parce qu'elles sont typiques. Il y a des grands architectes qui les ont conçues. Quand on entre dans l'histoire architecturale des centrales nucléaires, aujourd'hui, on les apprécie peu. Je fais le pari que dans 50 ans, on aura une proposition d'inscription en série des centrales nucléaires dans le monde qui sera portée au patrimoine mondial de l'humanité. Je ne vois pas... bien sûr. Alors, elles sont peut-être plus en activité, mais quelque part, c'est un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité que la création des centrales nucléaires. Voilà. Et peut-être, Nadine Thielin, vous pouvez réagir sur la boule, parce que c'est vrai qu'elle est tellement particulière. Alors, je ne sais pas, je n'avais pas suivi en 2002 quand l'UNESCO a classé le Val-des-Loire au patrimoine mondial
de l'humanité. J'imagine, moi je n'étais pas là, encore que si j'étais là, mais je n'avais pas suivi cette question-là. Est-ce que la question d'intégrer ou non la centrale s'était posée? Oui, tout à fait. On a eu d'ailleurs des inspections, en fait. Alors, je dis inspection, des visites, en fait, hein, pour De la commission? de la commission, tout à fait. Donc aujourd'hui, la boule de Chinon, elle est dans le patrimoine industriel, en fait. Hein, au niveau de, voilà. Oui, parce que ce qui a été reconnu pour le Val-de-Loire, c'est le patrimoine culturel. Voilà, tout à fait. C'est pas le patrimoine physique, on va dire, c'est le On est patrimoine vraiment sur le immatériel. patrimoine industriel. Tout à fait, Industriel, tout à fait. immatériel aussi. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, Et ça, c'était une question, la première. La deuxième, c'est comment ceux qui la découvrent, comment la jugent-ils ou comment la découvrent-ils, cette boule? C'est vrai qu'on alors, n'a pas l'image d'une centrale nucléaire en j'aurais dû boule. amener quelques photos de l'intérieur. D'ailleurs, on les avait sur le dernier slide. Mais oui, alors déjà, un visiteur qui rentre sur un site nucléaire, déjà, voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de commun. Donc il y a vraiment une vraie démarche, en fait, aussi de venir découvrir un site nucléaire. Après, il est clair que toute personne qui rentre dans la boule de Chinon, il y a un wa de départ, en fait, parce que c'est vraiment, en termes d'architecture, hein, je parle bien d'architecture industrielle, c'est un lieu quand même assez exceptionnel. Et puis, il faut aussi se projeter à l'époque, en fait. Donc, on y retrouve donc, à l'intérieur de la boule. Il faut savoir, donc, elle mesure, voilà, on la voit ici, mais elle fait donc 55 mètres de diamètre, 47 mètres de hauteur. Et on y retrouve à l'intérieur donc, le bâtiment, donc, on va dire réacteur. Et donc, la sphère de la boule ne touche ce bâtiment que sur sa partie haute et sa partie basse. Donc, vraiment, en termes d'architecture, c'est quand même un lieu en fait assez exceptionnel. Après, on va y expliquer comment on a construit la centrale à l'époque. On va expliquer aussi ce que c'est que l'UNGG. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on n'a plus d'unité en fonctionnement avec ce type de production, puisqu'on est sur des réacteurs à eau pressurisés. Donc, on raconte l'histoire, en fait. Donc voilà, et pourquoi on n'a pas non plus fait perdurer en fait cette technologie sur les nouvelles unités de production à partir des années 80 en fait. Hein. Et alors qu'on se Donc, couche moins bête ce soir, qui est l'architecte de la boule? Ah, j'avais noté. C'est Pierre Dufaux et donc avec Jean Desmarais en fait. D'accord, Pierre Voilà. Dufaux, Jean Desmarais. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc ça se visite sur rendez-vous, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors lorsqu'on fait des journées de l'industrie électrique, on ouvre voilà, nos portes sur toute la journée, donc on reçoit à peu près 400 à 500 visiteurs sur le site de Chinon sur une journée pour leur faire découvrir notamment la boule de Chinon, mais aussi une salle des machines en fonctionnement. Voilà, pourquoi tenir tant à ce patrimoine industriel? On a fait un premier tour de table, mais si vous avez des questions, évidemment, elles sont les bienvenues. Soit, comme tout à l'heure, soit sur la plateforme, soit au micro, bien sûr. Madame, là, je vois un bras qui se lève, un deuxième bras là-haut. Voilà. Donc les micros vont arriver. On vous a vu, monsieur et madame. Si, il va arriver. Là, Et c'est important que vous ayez un micro puisque l'ensemble des travaux aujourd'hui est en captation. Et puis en plus, il y a des gens à distance, voilà, etc. Alors, je trouve Présentez-vous, madame. Ah oui, Madame Fouché, Mary Bridget Fouché. Voilà, je suis dans la clique de Dampierre-en-Burly. Dans le Loiret. Dans le Loiret. Voilà. C'est vrai que la boule de Chinon, c'est joli, et comme architecture industrielle, je suis d'accord, mais je ne dirais pas la même chose sur les cheminées qui défigurent littéralement le Val-de-Loire. Et à la limite, Madame Haché-Leroy a un petit peu répondu avec les terris. Les cheminées du voilà, Val-de-Loire, des centres industriels du Val-de-Loire, enfin des centrales industrielles, des centrales, je dirais pas la même chose. Hein. Alors, franchement, attendez, Monsieur Bouillet. Je trouve que ça défigure le Val-de-Loire. Je crois qu'il y a eu quelques réactions qui vous approuvent et puis d'autres que ça surprend. Mais on garde la question, bien sûr. Monsieur. Bonjour, Jean-Marc Berthaud, Autorité de sûreté nucléaire. Une question peut-être un peu philosophique, mais où est-ce que vous mettez la limite entre l'archive utile, qui va pouvoir être utilisée encore pour des actions dans notre société actuelle, et l'archive qui devient historique? On peut vouloir archiver des choses pour 500 ans, mais si ça ne sert à rien, pourquoi archiver pour une période de 500 ans? Où est-ce que vous, en tant que professionnel, vous mettez la limite? Très bien. Attendez, on va d'abord répondre. Merci, monsieur. On garde bien sûr la question. On répond d'abord aux cheminées.
du Val-de-Loire, alors que le Val-de-Loire est Oui, un paysage je- si langoureux et si... Voilà. L'histoire montre que l'esthétique industrielle et le regard sur l'esthétique industrielle varient au fil du temps et que ce qui paraissait très laid il y a 20 ans devient aujourd'hui quelque chose de très beau. Donc voilà, et je le dis sans jugement, simplement le regard change au fil du temps. Moi, mon souci en tant qu'historienne, c'est de conserver des éléments importants dans l'histoire des techniques qui jalonnent. Voilà. Et juste aussi pour préciser sur le patrimoine mondial, on a 3 sites aujourd'hui qui sont relatifs au nucléaire, qui sont inscrits au titre du patrimoine mondial. Les îles de l'atoll de Bikini, les îles d'essai américains, le dôme d'Hiroshima, et le 3e, c'est les monts métallifères d'Erzgebirge entre l'Allemagne et la Tchéquie, qui sont les mines d'uranium qui ont permis à l'URSS de construire sa puissance nucléaire. Donc vous voyez, c'est pas totalement absurde de réfléchir en se disant, finalement, qu'est-ce qu'on peut garder qui est un témoin de l'histoire de l'humanité. Voilà, c'est simplement ça. Et j'ai cette question de l'esthétique... voilà, ça varie. Moi, j'ai vu le changement autant sur le bassin minier. Quand je suis arrivée dans le bassin minier il y a 20 ans, mes étudiants m'ont dit « Non mais madame, les corons, c'est moche, on n'a pas à les garder ». Je leur ai dit « Mais vous savez, les corons, c'est d'abord et avant tout une histoire architecturale. Et aujourd'hui, ils sont très fiers de faire des visites dans les corons. Et c'est la même chose avec les silos à grains. C'est-à-dire que vous avez des silos qui disparaissent, qui sont vus comme des verrues. À partir du moment où on explique qu'on peut les reconvertir, vous voyez le silo d'Arinque à Marseille, là, les gens se disent « Mais c'est drôlement beau ». Et voilà. Donc c'est vraiment une question d'éducation. C'est le témoignage d'une époque, je crois, oui. Notre consommation électrique dans le Val-de-Loire. Il faudrait qu'on arrête tous de... Alors, la deuxième question sur où est-ce que vous placez le critère entre documents utiles et documents poubelles ou broyage ou... D'abord, le critère, ce n'est pas les archivistes seuls qui les placent. On dialogue toujours avec ce que nous, on appelle les producteurs d'archives, c'est-à-dire vous. Donc on regarde ensemble, et c'est ce double regard en fait de l'archiviste, qui est aussi historien, puisque nous sommes aussi historiens, et du producteur d'archives, qui va nous permettre de déterminer ce qui est important, et puis de mettre de côté ce qui ne l'est pas. Dans le cas du nucléaire, on se dit, bon, est-ce que, je sais pas, des relevés de tritium dans les rivières autour de Val-Duc, est-ce que c'est pas important de garder ça de manière extrêmement longue? En revanche, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui pourrait avoir moins d'importance? De la documentation reçue d'autres CLI, par exemple. On se dit, bon, cette documentation-là, elle va être conservée par la CLI qui l'a produite. Vous voyez, on réfléchit en doublon, on réfléchit en originalité de l'information, et puis... puisque le nucléaire a une vie longue, eh bien, tout ce qui mesure le nucléaire, d'une manière ou d'une autre, doit avoir une vie longue. Mais, je répète, c'est un dialogue avec vous. Alors, est-ce que M. Autrey a une réponse sur le critère de classement? Est-ce qu'il y a des choses dans la masse de documents amassés par les époux Séné et puis le GSIEN, est-ce qu'il y a des choses qui sont passées à la trappe et que vous avez éliminées, par exemple? Est-ce que monsieur... Alors, j'ai éliminé surtout les catalogues de la Redoute et puis les catalogues de vêtements, mais pas tous, parce que ça cible l'époque, je crois. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Madame Haché-Leroy tout à l'heure sur la particularité du nucléaire. Ça représente effectivement une rupture si on considère, les territoires contaminés. Alors, ça a été un petit peu évoqué par... notre archiviste dijonnais, et surtout les déchets nucléaires pour lesquels le problème de la mémoire se pose avec quelque chose de très très important. Et je dirais en réponse à M. Berthaud, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ça le travail archiviste, en fait, il ne s'agit pas de savoir si ça servira ou pas, mais de fait d'archiver, parce qu'un jour, quelqu'un trouvera du sens. Et quand je vois des livres ici que j'ai eu l'occasion de découvrir et de lire, j'en remontre un autre, je vous ai montré quelques documents tout à l'heure, c'est Laura Fermi, c'était la compagne de la femme de M. Fermi à l'époque. Fermi faisait partie de l'équipe qui avait mis au point les bombes aux États-Unis dans le projet Manhattan. Et comme elle voit l'histoire du nucléaire à l'époque, c'est quand même très très intéressant par rapport à ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Et ensuite, on trouve à l'époque où on avait encore le ministère de l'Industrie, des PTT et du Tourisme, on trouve ce document que je vous montrais tout à l'heure sur la sûreté telle qu'elle était vue à l'époque. C'est quand même très très intéressant pour un historien
de regarder comment toutes ces choses-là ont évolué depuis, par exemple, ce rapport numéro 1 de la commission Péon, vous voyez, j'ai beaucoup de mal à jeter ça, quoi. Je me pose même pas la question de les jeter, en fait, même si je ne l'ai pas lu complètement dans le détail. Très bien. Je Merci. voulais- Voilà. Est-ce que ça répond à... Il faut regarder ces documents. Je voulais juste intervenir pour Oui. répondre à monsieur. Il y a un exemple qui est vraiment emblématique, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain a créé son centre d'archives à Blois il y a une trentaine d'années, ou peut-être 40 ans maintenant. Et ils ont à la fois ce qu'on appelle les archives vivantes, les archives intermédiaires et les archives historiques. Donc en fait, les archives vivantes, c'est ce que les secrétaires, les patrons, tout le monde a dans ses bureaux, dont on a besoin pour le fonctionnement. Quand on pense qu'on n'en a plus besoin, ça devient des archives intermédiaires. Et là, il y a un premier travail des archivistes qui est en partenariat avec les services, qui est de dire on commence à éliminer. Et puis, il y aura un deuxième travail après qui sera à nouveau d'enlever. Globalement, on dit qu'on garde 10% des archives dans l'entreprise. J'entends, c'est différent selon après les secteurs, le système associatif n'est pas le même. Mais en tout cas, il y a ce travail, on revient pour refaire des tris au fur et à mesure quand on pense que certains documents sont... il y a les garanties décennales dans le bâtiment, par exemple, au bout de 10 ans, on enlève. Voilà. Alors, Madame Thielin, voulez vous poser une question? Oui, j'avais une petite question en fait concernant si vous pouviez un peu nous expliquer la différence entre la mémoire et l'histoire. En vous écoutant, on voit bien qu'il y a une différence. Et alors, peut-être que l'histoire, elle est plus facilement tracée, on va dire. Alors, en fait, l'histoire repose sur des matériaux et la mémoire fait partie des matériaux de l'historien. Voilà. C'est-à-dire que la mémoire, c'est ce que nous avons en tant qu'individu. Nous avons la mémoire des événements, nous avons la mémoire des faits. C'est pour ça que lorsqu'on fait des archives, on fait une campagne d'archives orales, on recueille la mémoire. Et ça devient une archive parce qu'on l'a enregistrée et qu'on l'a retranscrit. Et ça va servir de matériau pour l'historien. Donc l'historien va se servir à la fois de la production d'archives papier, d'images, de films, de ces enregistrements de la mémoire des individus. Et puis à partir de là, il va effectivement écrire une histoire qui va s'appuyer sur des faits, sur des événements particuliers et qui va nourrir à la fois de documents officiels et puis du ressenti des individus. Voilà, c'est le métier d'historien que de croiser ces sources et d'essayer ensuite de restituer les événements tels qu'ils se sont déroulés. Voilà. Alors j'avais envisagé un troisième tour de table, même sur comment et qui prend en charge le travail de ces archives. On a commencé à y répondre un petit peu, mais est-ce qu'on peut repréciser en faisant un tour de table comment est prise en charge ce travail, qu'est-ce qui s'organise, même si la question du monsieur de la SN a un peu fait déflorer le sujet, mais voilà, reprenons sur ce point-là. Oui, parce qu'effectivement, y compris nos CLI, elles existent, mais elles disparaissent. Elles sont dissoutes quand il n'y a plus d'installation nucléaire de base. Donc c'est vrai que ces documents qui sont souvent... je voudrais pas, je sais pas comment ça se passe dans les autres départements, mais alors voilà, j'ai une remarque à citer de Alain Correa de la CLI de Seine-Maritime qui parle de stocker sur papier permanent, DVD en verre trempé et sur pellicule fine quand on a un recul de plus d'un siècle, me dit-il. Voilà. Ça, c'est de la technique. Ouais. L'important, c'est qu'effectivement, on ait aussi cette traçabilité, savoir que ça a existé, on a produit un certain nombre de documents. Faire le tri, ça c'est le rôle aussi des archivistes, de savoir ce qui est à conserver, ce qui pourra servir. On est sur du nucléaire, on est sur des temps aussi qui sont beaucoup plus longs qu'une autre, peut-être d'autres industries, sur des territoires qui vivent. On a parlé des territoires du nord de la France où l'industrie des mines était importante. Moi, je suis originaire de la Moselle où c'était la sidérurgie qui constituait le cœur de vie des territoires. Donc là aussi, ces sites nucléaires, ils s'imprègnent complètement dans la vie locale. Il y a tout ce lien aussi qu'on doit travailler entre cette activité nucléaire et comment elle a structuré aussi le fonctionnement d'un territoire et des hommes et des femmes qui le composent. Donc tout ça, c'est à travailler. Je pense qu'il y a ce qui relève de l'immédiat est conservé de façon très classique, et après ce qui va relever de notre mémoire, de notre histoire, et ça doit être vraiment structuré
Et bon, on a parlé des archives départementales, et je pense qu'effectivement, c'est un lieu important sur lequel on peut s'associer. Je crois que vous venez de vous doter d'un nouveau bâtiment d'archives Oui, départementales. de très belles factures qui a été qui répondait à des besoins effectivement d'extension. Et puis on essaie de se projeter sur du long terme quand on construit des archives départementales. C'est des budgets conséquents, donc effectivement. D'accord. Et est-ce que vous avez intégré, par exemple Alors pour l'instant, ça n'a pas été fait, mais ça fait partie des choses sur lesquelles effectivement l'interpellation était faite au niveau de notre directrice des archives départementales pour pouvoir transmettre les données que nous avons. Alors, on peut faire le parallèle, vous, avec l'hydroélectrique. Vous êtes un département très hydroélectrique, y compris ça va du Rhône avec de la Savoie jusqu'aux Alpes, quoi. Donc là aussi, vous avez de la mémoire, de la matière. Il y a de la mémoire, de la matière. Il y a une vraie volonté aussi. Enfin, c'est un élément. Là, on est sur les CLI, mais la mémoire industrielle, c'est un point qui est important et qui est porté à travers un certain nombre de structures départementales. Très bien. Même question. Moi, je signalerais qu'il y a bien sûr les archives produites par les CLI, produites par les centrales, produites par les usines, mais j'insiste sur le fait que dans les archives publiques, on a quand même des traces de l'activité industrielle. Quand vous avez des manifestants antinucléaires, eh bien, il y a les renseignements généraux qui sont là, qui ramassent les tracts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve peut-être pas tout, mais chez nous, c'est conservé. Voilà. De même qu'on trouve des tracts de résistants pris par la police de Vichy en 42 ou en 43. Donc il y a quand même cette mémoire-là. Et puis, vous parliez d'hydroélectricité. Moi, j'ai souvenir dans un département limitrophe de la rivière Dordogne où j'ai exercé, il y avait tous les dossiers d'expropriation au moment de la construction des barrages sur la Dordogne. Donc, c'est pas les archives d'EDF, c'est pas forcément des archives associatives, mais on a donc, quand on fait l'histoire, et vous le savez bien, et je suis heureux de le rappeler, de l'industrie au sens large, il ne faut pas oublier que dans les archives publiques, il y a des traces, fussent-elles indirectes. Très bien. Alors, on peut peut-être entamer un tour de conclusion de cette table ronde. Madame Thielin, je vous laisse là. Non, je dirais juste en complément de ce que vous venez de dire, nous aussi, dans notre rôle, en fait, puisqu'on participe aux CLI, alors moi, je parle pour la CLI de Chinon, mais il y a des CLI là où il y a des centrales nucléaires. On a aussi notre rôle de transparence, en fait. Ça veut dire que quand on vient présenter un sujet, on a aussi ce rôle de pédagogie, de transparence, d'expliquer ce qui s'est passé, le pourquoi, le comment, et éventuellement l'impact que ça a pu avoir. C'est aussi tracé sur ce compte-rendu de la CLI qui fait aussi partie après de l'histoire des CLI. C'est aussi dans notre rôle aussi d'être ouvert et d'être transparent sur les sujets qu'on a à traiter dans les CLI. Voilà. Quand vous avez tous un petit bobo, eh bien on vous conseille de vous tourner vers le professionnel de santé. Quand vous avez un problème d'archives, moi je vous suggère, et je prêche aussi pour ma paroisse, de vous adresser à vos archives départementales. Cet après-midi, moi, m'a bien intéressé. Je me propose de peut-être faire une information en direction du service interministériel des Archives de France pour sensibiliser, pour que peut-être ça reparte vers les départements qui sont concernés. Voilà, en soulignant l'intérêt des archives de ces CLI, notamment lorsque les équipements sont démantelés. Voilà, c'était votre mot de conclusion, Monsieur Bouillet. Parfait. Madame, voilà. Alors, que dire en conclusion, si ce n'est que, effectivement, je pense que c'est important de penser le futur et de préserver les archives. Les historiens travaillent avec les sources dont ils disposent. C'est-à-dire nous, on prend ce qu'il y a. Donc, c'est vrai autant pour les historiens qui travaillent sur l'Antiquité que pour ceux qui travaillent sur la période contemporaine. Donc, je dis toujours, on ne garde pas pour les historiens, on garde d'abord pour la logique qui prévaut à la structure qui produit des archives. Donc, c'est à partir de ça que nous, on fera notre miel et qu'on pourra rédiger et écrire cette histoire. En revanche, sur le nucléaire, il y a un enjeu fort parce que le nucléaire, c'est une activité controversée. C'est une activité où il y a eu une culture du secret, de la défiance
historiquement parlant. Il y a une activité militaire, il y a une activité civile. Et je crois que les CLI sont vraiment à l'interface de cette histoire-là, où il y a une volonté de transparence, je vais la mettre entre guillemets, parce que je n'ai pas assez travaillé pour savoir si elle est réelle ou pas. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il faut absolument être vigilant à conserver les archives pour qu'on soit capable d'analyser dans 10 ans ou même avant ou après, finalement, quel a été l'impact du travail des CLI sur le territoire. Et là, c'est vraiment l'historienne qui parle, de dire mais il nous faudra des documents, des sources sûres et si possible intégrales, c'est-à-dire pas juste un rapport sur 2, mais vraiment tous les rapports pour qu'on puisse être à même de faire un travail exhaustif. Voilà. Merci. Madame Gérin, un mot de conclusion. Quelle conclusion? Dire qu'effectivement, enfin, reprendre un peu tous les éléments qui ont été portés, parce que on travaille dans nos CLI pour diffuser le plus largement l'information et que cette information, elle rejoint cette nécessité. Les CLI ont été créés pour mettre plus de transparence dans quelque chose qui était peut-être pas forcément opaque. Notre rôle en tant que président de CLI, animateur de CLI, c'est vraiment de diffuser cette information le plus largement possible et de la façon la plus neutre, quel que soit du point de vue de l'exploitant. La composition des CLI est faite de telle façon que chacun puisse s'exprimer en fonction aussi de ses sensibilités et de son appétence ou pas. Par rapport au nucléaire. Donc aujourd'hui, ces CLI, elles ont un rôle essentiel de préservation de mémoire, mais quand on parle de préservation de mémoire, c'est aussi comment on construit l'avenir. Et c'est parce que les CLI existent qu'on aura certainement des choses. Monsieur Autré montrait un certain nombre de documents qui avaient été créés précédemment et qui n'ont pas été forcément très largement diffusés. Et notre rôle, c'est de diffuser largement les informations pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Voilà, peut-être à vous, Monsieur Autré, c'est le mot de conclusion de cette table ronde. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé de confiance aussi. On n'a pas encore dit le mot de confiance. J'imagine que ces scientifiques, au départ, ils voulaient aussi avoir confiance. Oui, c'est ça, mais la confiance se rapproche un petit peu de la croyance et les scientifiques préfèrent penser d'une manière générale et observer les choses Donc et les pensance, informations alors. qui leur sont données. Ça existe encore aujourd'hui et je pense que M. Dorsec, qui est présent parmi vous, pourra en témoigner dans la participation qu'on peut avoir dans les différents groupes de travail. Je ferai de l'ardite en disant que c'est une gageure de projeter et essayer de définir aujourd'hui l'utilité de demain et ça présente des risques de perte lourdes pour les futurs historiens. Je pense en particulier ici aux cahiers de réunion et les cahiers de Monique, qui sont tout un tas de cahiers pris au fil de toutes les réunions et séminaires. Alors eux, ils font l'objet d'un placement spécifique. Il faut décrypter un peu les pattes de mouche, mais il y a des informations très très intéressantes. Ensuite, ce que je dirais, il faut aider les petits qui ont déjà fait un travail considérable, celui de garder tout ça et d'occuper des appartements entiers. Et il faut vraiment les aider pour qu'ils arrivent à avoir, je ne sais pas, une finalité à ce travail quelque part. Et je remercie M. Bouillet pour sa proposition tout à l'heure de signaler tout le monde. Et quant à l'information, je vais vous parler tout simplement de la diffusion de la Gazette nucléaire qui retrace toute cette histoire. Le premier numéro était sorti en 1975 ou 16 de mémoire, je ne l'ai pas sous la main. Et tout ceci est accessible sur le site internet Gazette nucléaire sans accent, en un seul mot et sans accent sur le E, peut-être que ça marche aussi avec un accent, .org. Et ça, c'est très très facile. Elle est en ligne dès qu'elle est arrivée dans ma boîte aux lettres, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Alors c'est un document qui, pour des gens qui ne sont pas scientifiques, est un peu imbuvable, mais il est important, très important de nous soutenir, parce que nos principales ressources viennent des abonnements qui sont pris à cette revue qui sort en papier, même si celle-ci est mise en ligne sur le site internet. Mais ce sont nos seuls revenus pour l'instant. Donc là, vous avez la diffusion telle qu'elle est faite et la possibilité de retourner partout. Elle est d'ailleurs archivée sur le site de l'ASN et du ministère de l'Environnement, je crois, depuis 1 an, et présentée comme une ressource très utile. Merci beaucoup, Monsieur Autré. Voilà, merci à nos intervenants. Merci Anne Gérin, merci Laurence Haché-Leroy, merci Édouard Bouillet, merci Nadine Thielin, merci Monsieur Autré, merci Monsieur Papillon. Voilà, donc c'en est terminé de cette table ronde. Je vous invite à regarder.